Section 4. Héraclite d'Éphèse. Héraclite dit l'Obscur et Xénophane sont les deux premiers penseurs dont nous possédions des fragments quelque peu étendus. Ils nous ramènent l'un et l'autre vers les cités ioniennes. Héraclite était d'Éphèse, où il florissait sans doute vers la fin du VIe siècle. L'Ionie entière était soumise aux Perses depuis 546, et l'on peut supposer qu'Héraclite fut témoin de la révolte des villes ioniennes qui toutes, à l'exception d'Éphèse, se réunirent pour combattre la domination perse en 498 et furent très cruellement châtiées par Darius. C'est au milieu de ces catastrophes civiles que vécut Héraclite, et peut-être sous ses impressions, que sa pensée prit cette tournure pessimiste, cet aspect distant et hautain, si caractéristique, qui se traduit en un style bref et brillant, sentencieux, plein d'images somptueuses ou familières. Son œuvre, De l'univers, écrit en prose, est la première où nous voyons nettement une véritable philosophie, c'est-à-dire une conception du sens de la vie humaine, hantée sur une doctrine réfléchie de l'univers. C'est peut-être lui qui a divisé son ouvrage en ces trois parties devenues traditionnelles, physique, théologique et politique. C'est sous ces trois chefs que nous pouvons ranger les 130 courts fragments qui nous restent. Par beaucoup de ces aspects, la cosmologie d'Héraclite est d'origine milésienne. On y retrouve ces deux thèmes principaux, l'explication des astres, feux brillants, par une sorte d'évaporation sèche émanée de la Terre, et celle des nuages ou vents par des vapeurs nées de la mer. L'explication de la transmutation du feu en eau, puis en terre, et des transmutations inverses par la condensation et la raréfaction, comme chez Anaximène. On y trouve aussi nettement dégagée la pensée impliquée par toute la doctrine milésienne, de l'autonomie du monde, qu'aucun des dieux ni des hommes n'a fait, mais il y ajoute des traits nouveaux, tout au moins pour nous. C'est d'abord un dédain de la recherche minutieuse et exacte, de cette polymathie qui désigne à la fois l'érudition d'un Hésiode et d'un Hécatée, recueillant toutes les traditions pour écrire poème ou histoire et la science naissante d'un Pythagore. De ce goût pour l'intuition immédiate, entre guillemets, les yeux étant de meilleurs témoins que les oreilles, viennent les images de sa cosmologie qui ne dépasse pas beaucoup le mythe. Les astres sont produits par l'accumulation des évaporations sèches dans des sortes de barques célestes, dont l'ouverture est tournée vers nous. Les éclipses ont lieu quand ces barques se retournent. L'éclat et la chaleur du soleil sont expliqués par la proximité de la barque solaire avec la Terre, bien qu'elle soit au-dessus de la région brumeuse où la Lune perd clarté et chaleur. La création quotidienne d'un nouveau soleil et peut-être la négation de l'hémisphère sud, tout cela indique, plutôt que des progrès, un singulier mépris des recherches raisonnées et une régression vers des formes primitives de pensée. La méditation personnelle d'Héraclite se développe sur quatre thèmes, distincts, dont l'unité n'est pas facile à saisir. D'abord, la guerre, polémos, est le père de toutes choses. La naissance et la conservation des êtres sont dues à un conflit de contraires qui s'opposent et se maintiennent l'un l'autre. Souhaiter avec Homère voir la discorde s'éteindre entre les dieux et les hommes, c'est demander la destruction de l'univers. Ce conflit fécond est en même temps harmonie, non pas au sens d'un rapport numérique simple comme chez les pythagoriciens, mais au sens d'un ajustement de forces agissant en sens opposé, comme celles qui maintiennent bandée la corde d'un arc. Ainsi se limitent et s'unissent, harmonieux et discordants, le jour et la nuit, l'hiver et l'été, la vie et la mort. Tout excès d'un contraire qui dépasse la mesure assignée est châtié par la mort et la corruption. Si le soleil dépasse ces mesures et ne se couche pas à l'heure marquée par le destin, son feu brûlera toute chose. On le voit, le thème des contraires s'applique à la fois aux contraires simultanés qui se limitent dans l'espace et aux contraires successifs, suite réglée d'excès et de manque, de satiété et de famine, qui se limitent dans le temps. Leur union solidaire est maintenue par Dike, la justice, au service de qui se trouvent les Érini, vengeresses. Ainsi, chez Hésiode et Pindare, les Heures, filles de Thémis, étaient des déesses de la règle, de la justice et de la paix, Eunomia, Dike, Érénée. Le second thème héraclitéen, c'est l'unité de toutes choses. C'est là la vérité par excellence que le vulgaire, incapable de prendre garde aux choses qu'il rencontre, ne remarque pas lorsqu'on ne trouve qu'en remuant beaucoup de terre et que la nature aime à cacher, comme l'Apollon de Delphes révèle l'avenir tout en le cachant sous des mots énigmatiques. C'est la sagesse qui n'est point la vaine érudition d'un Hésiode ou d'un Pythagore, recueillant toutes les légendes, mais cette unique chose séparée de tout, qui se fie aux yeux plus qu'aux oreilles, à l'intuition plus qu'à la tradition,
et qui consiste à reconnaître l'unique pensée qui dirige toute chose. Qu'est donc cette unité? Est-elle l'unité de la substance primordiale, telle qu'elle est chez les Milésiens? Oui, en un sens. La substance primordiale est le feu, en lequel peuvent s'échanger toutes choses, comme toute marchandise s'échange contre de l'or. Tout naît et progresse selon que le feu, éternellement vivant, s'allume ou s'éteint avec mesure. Mais le feu n'est plus un de ces grands milieux physiques, comme l'étendue marine ou l'atmosphère génératrice de tempêtes qui obsédait l'imagination des Milésiens. C'est plutôt une force incessamment active, un feu toujours vivant. Le choix que fait Héraclite appelle donc l'attention moins sur la substance des choses que sur la règle, la pensée, le logos, qui détermine les mesures exactes de ces transformations. Le troisième thème héraclitéen est celui du perpétuel écoulement des choses. Tu ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve, car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi. L'être est inséparable de ce continuel mouvement. La bière se décompose si elle n'est pas remuée. On ne se repose qu'en changeant. Le temps déplace les choses, comme un enfant qui joue aux dames. Le jeune devient vieux. La vie cède la place à la mort, la veille au sommeil. Les choses froides deviennent chaudes. Ce qui est humide se sèche. Le quatrième thème est une sorte de vision ironique des contrastes, un renversement qui nous révèle dans les choses l'opposé de ce que nous y voyons d'abord. Pour les porcs, la fange vaut plus que l'eau limpide, et pour les ânes, la paille est supérieure à l'or. L'homme le plus sage, vis-à-vis de Dieu, n'est qu'un singe. L'eau et la mer est la plus pure et la plus impure, salutaire aux poissons, funeste aux hommes. Ces thèmes certes sont parents entre eux. Les opposés ne peuvent se maintenir que grâce à l'unité qui les enveloppe et les limite l'un par l'autre. Toutes les intuitions d'Héraclite tendent vers une doctrine unique et d'une singulière profondeur. Tous ces contrastes se retrouvent dans un contraste unique. Le permanent, ou un, et le changeant ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. C'est tout au contraire dans le changement même, dans la discorde, mais dans un changement mesuré et dans une discorde réglée, que se trouvent l'un et le permanent. Héraclite a eu l'intuition que la sagesse consiste à découvrir la formule générale, le logos de ce changement. Parmi ces régularités, une des principales concerne les changements périodiques du temps, qui ramènent après un cycle toujours pareil les jours, les mois, les années, s'inspirant de traditions fortes anciennes qui remontent à la civilisation babylonienne. Héraclite s'efforça de déterminer une grande année qui fût à la vie du monde ce qu'une génération est à la vie humaine. La fin de cette grande année était marquée, si l'on en croit les documents postérieurs, par une conflagration universelle ou résorption de toute chose en feu, après laquelle le monde renaissait du feu. Mais peut-être est-ce là une fausse interprétation d'Héraclite par les stoïciens. Sans doute pour lui tout se transforme en feu. Mais à tout moment, cette transformation est équilibrée par une transformation inverse du feu dans les autres choses. Le chemin du haut, la conflagration, est identique au chemin du bas, ou extinction du feu en air. En même temps, entre guillemets, il se disperse et se rassemble, il avance et se retire. La sagesse d'Héraclite n'a pour le vulgaire que mépris. Mépris d'abord pour la religion populaire, pour la vénération des images et particulièrement pour les cultes mystérieux, orphiques ou dionysiaques, avec leur ignoble purification par le sang, pour les trafiquants de mystères qui entretiennent l'ignorance des hommes sur l'au-delà, mépris aussi de ce noble né de famille où le titre de roi était héréditaire, pour l'incapacité politique de la foule qui chassait les meilleurs de la cité. Sans doute son Dieu était-il la réalité du monde. Qui ne veut pas et qui veut être appelé du nom de Zeus, qui est jour et nuit, hiver et été, et prend des formes variées. L'unité de Dieu, au début de la pensée grecque, est comme un reflet de l'unité du monde. Du succès de l'héraclitéisme au courant du 5e siècle et au début du 4e siècle avant Jésus-Christ, il nous reste deux échos. D'abord le traité sur le régime, conservé dans la collection des œuvres attribuées à Hippocrate, puis la peinture d'ensemble si palpitante de vie que Platon fait des mobilistes de son temps dans le Cratyle et le Théétète. Le traité médical applique à la théorie de la santé la doctrine cosmologique d'Héraclite. C'est l'harmonie du tout, c'est-à-dire l'ajustement des deux forces opposées, le feu moteur et l'eau nourrissante, qui constituent la santé. Nous verrons d'ailleurs dans la suite qu'il n'est pas une doctrine cosmologique qui ne soit en même temps médicale. L'idée que l'homme est un microcosme est dans ce temps une des plus banales et répandues qui soit. Notre médecin héraclitéen accumule non sans virtuosité de style tous les paradoxes du maître. Tout est semblable étant dissemblable, tout identique étant différent, tout en relation et sans relation, tout intelligent et sans intelligence.
Quant à ceux dont nous parle Platon, c'est-à-dire son propre maître Cratyle et ses disciples, ce sont des héraclitéens exaspérés, qui, poussant jusqu'au bout le mobilisme universel, nient qu'il y ait rien de stable et se refusent à toute discussion, et même à toute parole, sous prétexte que discussion et parole impliquent la subsistance des choses dont on discute. Héraclitéisme, l'héraclitéisme, en ses derniers prolongements, est donc hostile à la philosophie dialectique que nous verrons se développer au cours du Ve siècle.